Donc, on se place en deux dimensions et on considère des données reparties telles quelles. Donc, on a des données qui sont, on va le dire, linéairement séparées. Linéairement séparées telles quelles. Et la question qu'on va se poser, elle est très simple, c'est de savoir, est-ce qu'on peut résoudre ce problème de classification? Donc là, on voit clairement qu'on a deux classes, C1, C2. Donc, est-ce qu'on peut résoudre? Donc, peut-on résoudre ce problème de classification grâce à un arbre de décision? En l'occurrence, produit par un algorithme du type ID3. Et donc, ceux qui n'en connaissent pas ce dont il est question pourront voir ma vidéo précédente sur l'algorithme ID3, Iterative Dichotomized 3. Et c'est un algorithme dont le modèle générique est un arbre de décisions qui permet de prendre justement des décisions par rapport à un individu nouvellement observé. Et donc l'algorithme va générer un arbre qui va nous permettre justement de prédire à quelle classe appartiendra un échantillon donné. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut implémenter un arbre de décision permettant de classifier ce type de données? Et donc pour les plus téméraires, ou les plus perspicaces, ils diront oui. Et de façon assez graphique, on peut le voir. On peut le voir comment? Alors, on peut se dire que, OK, comme la donnée est linéairement séparée, on peut essayer de séparer ces données-ci de façon à ce qu'à chaque nœud, qu'on puisse isoler un groupe de données. C'est-à-dire sur là-bas. Ici, ça, c'est des données en deux dimensions. Donc là, notre tableau est constitué d'une matrice de telle sorte qu'ici, on a X1, et là, on a X2, et on a toutes nos observations suivant les lignes. Donc, ça, c'est la énième observation. Ça, c'est la énième moins une observation. Et donc, pour implémenter un arbre de décision ID3, comme on l'a vu, ça réside sur la notion d'entropie, de gain d'information. Et ici, on n'a que deux caractéristiques, deux features, deux variables. Il faudra juste tester quelle est la variable qui nous permet justement d'avoir un gain d'information par rapport au label. Ici, on a juste deux labels. Y, c'est très exactement Y1 et Y2, il n'y en a pas plus, et qui sont distribués suivant les N observations. Donc, chacun chacune de ces observations aura un label YI, où I est égal à 1 ou 2. Et donc, on ne peut, dans notre arbre de décision, que choisir pour la racine X1 ou X2 selon que l'un nous permet d'avoir un gain d'information sur les données qu'on obtient. Et donc, de façon graphique, les dossiers assez symétriques, on pourra aussi bien commencer par Y que par X. Mais si on s'intéresse à X, visiblement représenté par X1, alors on peut se dire que, OK, le premier nœud peut statuer sur X. Et vu que je vois que ces données, du moins cette valeur à droite, isole entièrement les données représentées par le label plus.
Alors, on peut se dire que ok, la première racine, c'est ça. Et là, ça nous donne une petite barre comme ceci. Et donc, on se dit, OK, au-delà de cette valeur, disons, alpha, on est sûr à 100% que la classe est représentée par, disons, le label Y2, qui est caractérisé ici par des plus. Et en deçà, on a encore un peu de mixité, de sorte qu'on ne puisse pas décider entièrement à quelle classe appartient chacun individu. Mais on est sûr au moins qu'au-delà de alpha, tous les individus sont labellisés plus. Et donc, pour continuer dans notre arbre, il faut prendre encore une autre décision. On ne peut pas aller, vu qu'on a déjà statué par rapport à X, au-delà de alpha. Donc, notre arbre peut être représenté comme ceci. Donc, X1 supérieur à alpha. Donc, si oui, on a un data, donc on a D1. Donc, si c'est supérieur à alpha, on a D1. Et là, on peut directement prendre la décision, c'est de dire que tout ceci appartient à la classe Y2. Et là, l'algorithme s'arrête à ce niveau. On n'a plus besoin de continuer. Et sinon, là, on a D2. Et là, on ne peut pas prendre de prise de décision parce qu'il y a encore un mélange et les données ne sont pas entièrement séparées. Donc, dans le data D2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi dire que, OK, on peut statuer là maintenant sur Y en prenant un bêta. Donc, si euh, X2 est plus grand que bêta, alors on est sûr que toutes les données sont labellisées Y1. Là, il n'y a rien à faire. Donc ici, on va se dire, OK, si X2 est supérieur à bêta, alors si oui, là, on peut statuer. Là, on peut statuer en disant qu'on a Y1. Et sinon, donc on va faire un petit escalier comme ça. Sinon, on est ici en bas. Et si nous sommes ici en bas, sachant qu'on avait déjà fait cette étape, c'est que visiblement, il nous reste toutes ces données. Et ici, on ne peut pas statuer. Donc, on a isolé, on va dire, ce rectangle et ce rectangle. Et dans chacun de ces rectangles, on connaît exactement la classe. Et on peut implémenter ce raisonnement de façon itérative jusqu'à avoir un arbre des décisions en escalier comme ceci, qui puisse nous permettre de décider effectivement à quelle classe appartiendra chaque échantillon. Mais le problème, c'est qu'en pratique, la complexité de cet algorithme est assez élevée à cause de ces escaliers et le nombre d'arbres ou de nœuds croît proportionnellement aux bifurcations qu'on effectue ici. Donc, on va avoir un arbre assez dissymétrique, hein. C'est-à-dire, on aura un nœud là, ici on prendra une décision, là on prendra une décision, on aura un nœud là, là on prendra une décision, et l'arbre peut très rapidement grossir. Et donc, c'est pas quelque chose de très intéressant, du moins la complexité au monde, ce qu'on ne veut pas en pratique. Et donc, l'idée, c'est comment faire face à cette complexité? Comment traiter les données pour, en fin de compte, résoudre ce problème de séparation hein, avec des arbres de décision? Donc, la remarque d'abord qu'il faut faire, c'est que si on ne met pas la contrainte d'arbre de décision, alors on peut résoudre ça assez facilement avec un perceptron. Pourquoi? Parce que il est bien connu que si les données sont linéairement séparées, alors un perceptron, un perceptron, donc on verra c'est quoi un perceptron. C'est juste un modèle, un réseau de neurones assez particulier. Alors les perceptrons, un perceptron résout, résout tout simplement, résout le problème précédent. Donc un perceptron va résoudre le problème précédent parce que les données sont linéairement séparées, on l'a vu. Donc on peut tracer vraiment une droite là qui sépare les données. Mais la contrainte, c'est qu'il faut le faire avec un arbre de décision, avec un algorithme ID3. Alors, on peut voir très bien
que ici, c'est parce que la séparatrice est oblique. Et donc, c'est ça qui nous oblige chaque fois à faire euh, des petites bifurcations de façon à obtenir ces escaliers pour séparer les données. Mais si on effectue une rotation de ces données, si on effectue une rotation de cette donnée, donc si on effectue une rotation de ces données, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient des données plus ou moins assez intéressantes pour pouvoir implémenter des algorithmes d'arbre de décision. Donc, si on fait une rotation, alors ce qu'on va obtenir, c'est plus ou moins un truc comme ça. Et là, on obtiendra des trucs comme ceci. Et là, la séparatrice n'est plus oblique, mais elle est vraiment, vraiment perpendiculaire par rapport à X et par rapport à Y. Et donc, vous voyez qu'on a contourné le problème de bifurcation. Là, ici, pour séparer les données, il suffirait juste de se placer très exactement à la position alpha ici et d'avoir un arbre très facile. C'est-à-dire que si X1 est plus grand que alpha, alors on est sûr à 100% que si la réponse est oui, alors à gauche, on a Y2 qui est plus. Et si la réponse est non, on a à droite Y1, I est moins. Donc, voilà vraiment ce à quoi le traitement des données peut être efficace. Donc, ici, si avant la rotation, on était dans un repère E1, E2, euh, alors après la rotation, nous sommes légitimement dans E1', E2'. Et dans cette base, les données sont représentées ainsi. Donc, vous voyez Y et X en principe comme des Y' et des X'. Donc, les données sont représentées ici. Et là, on peut séparer à travers un arbre de décision qui a une profondeur de 1 nos données. Et donc, voilà vraiment l'importance du traitement des données avant l'implémentation de tout algorithme. C'est pour justement impacter sur la complexité de l'algorithme en soi. Et se cache dans ce terme, dans ce vocable de rotation, quelque chose d'assez intéressant, sans doute utilisé par des statisticiens. C'est ce qu'on appelle l'ACP, l'analyse en composantes principales. Donc, en faisant une étude assez approfondie via des méthodes d'ACP, qui très exactement permettent de faire des changements de repères tout en maintenant la variabilité dans les données, le maximum de variabilité, on va pouvoir détecter des liens qui n'auraient pas pu être détectés dans des données brutes. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va voir très exactement ce que c'est que l'ACP. Et vous l'avez compris, c'est juste des rotations des données. Et ça nous permet vraiment de comprendre des patterns sous-jacents dans les données.